Un pas de plus dans la dictature sanitaire. Voilà le sujet qui va être abordé aujourd'hui dans le cadre d'enregistrement. Aujourd'hui, c'est vraiment un commentaire sur l'actualité, plus particulièrement celle québécoise que je fais. Donc, c'est que, dans le fond, le 6 janvier 2021, le gouvernement du Québec a fait un point de presse. Il s'est adressé à la population et il a décrété qu'il allait avoir un couvre-feu nocturne au Québec, qui allait être de 20 heures le soir à 5 heures le matin, et avec possibilité d'arrestation et amende, en plus de prolonger le confinement. Et c'est sûr que quand on parle d'amende, ben on parle de 1 000 $ et plus pour les gens qui se retrouveraient là, à l'extérieur de leur domicile là, en dehors de 20 heures et 5 heures, si c'est pas justifié. Donc, si c'est pas des gens qui vont se déplacer pour aller au travail. Donc là, vous voyez que les mesures sanitaires montent d'un cran et la dictature dans laquelle on se trouve en lien avec la crise sanitaire réduit de plus en plus nos libertés. En l'occurrence, avec le couvre-feu, la liberté de déplacement. Pourquoi que je parle de dictature sanitaire? C'est que depuis le mois de mars de l'année 2020, le gouvernement gouverne par décret. Donc, il va dicter ce qui doit être fait, comment que les comportements des citoyens doivent être, et ainsi de suite. Donc, c'est pas une gestion, c'est une gestion qu'on dit d'urgence en lien avec la crise, qui justifie des atteintes importantes aux droits et libertés des citoyens québécois. Et c'est pas une gestion avec le processus démocratique habituel, là. Donc, c'est une gestion par décret, ce que certains appellent une dictature molle, parce que, bon, il y a quand même pas là, des gens présentement avec des mitraillettes aux principaux coins de rue là, dans les grands centres, mais quand même, c'est une forme de dictature. Et par rapport à ça, ce que je veux mentionner, c'est que lors du point de presse du 6 janvier, le directeur de la santé publique ici au Québec, Horacio Arruda, a répondu aux journalistes est-ce que c'est basé sur la science de faire un couvre-feu? Est-ce que c'est basé sur des études scientifiques? Et le docteur Horacio Arruda a répondu non. Donc, à ce moment-là, si c'est pas basé sur la science, cette mesure-là de mettre un couvre-feu, c'est purement arbitraire, c'est purement une mesure politique. Donc, voilà où est-ce qu'on en est rendu. Et ce que je veux dire, c'est que en lien avec ça aussi, c'est que lors de l'automne dernier, j'avais fait un enregistrement. Il y en a peut-être qui écoutent mes enregistrements depuis un certain temps, vont s'en rappeler. J'avais fait un enregistrement où ce que j'évoquais la possibilité qu'il y ait au Québec un couvre-feu comme on en retrouve un en France. Et c'est sûr que quand que j'ai amené ça, il y a des gens qui vont dire « Ben non, c'est exagéré, t'as une imagination débordante, où est-ce que tu vas chercher ça? Ça doit être des affaires de théorie du complot. » Puis il y a des gens qui m'ont dit « Bon, écoute, les salles d'entraînement sont fermées, les restaurants sont fermés, pourquoi mettre un couvre-feu, ça fera pas vraiment une différence. » Et surtout que le Québec, dans le passé, on n'a jamais ici, à part la crise d'octobre là, dans les années 70, mais depuis ce temps-là, qui était une crise particulière là, au niveau politique, mais à part où il y a eu les mesures de guerre, mais à part cette crise-là qui a été ponctuelle dans le temps, puis ça remonte à longtemps, là, on parle de 1970, au mois d'octobre, il n'y a jamais eu des mesures ici là, de couvre-feu. Donc, les gens au Québec étaient plutôt incrédules lorsque j'ai amené cette idée-là. Mais là, malheureusement, les faits confirment ce que j'anticipais comme possibilité en lien avec la crise. Et c'est sûr que, bon, dans le point de presse, il a été question du 6 janvier que le gouvernement donne comme explication de cause à l'augmentation du nombre de cas le fait que c'est les gens, pendant le temps des fêtes, donc la période de Noël, le jour de l'an qui s'est écoulé dans les derniers jours, qui se sont réunis. Donc, la personne qui va voir son beau-frère, les membres de la famille, et c'est ça qui aurait occasionné l'augmentation du nombre de cas atteints de personnes du coronavirus.
Et comme cause, naturellement, on ne parle jamais de la mauvaise gestion qu'il y a dans les hôpitaux ou les CHSLD. On n'a pas parlé de ça dans le point de presse. Et c'est ça que moi, je m'interroge présentement sur la possibilité que, dans le fond, la transmission des cas, il y aurait une bonne partie là, qui proviennent du réseau de la santé, puis le fait qu'il manque de personnel, que ce soit des préposés aux bénéficiaires, des infirmiers qui participeraient à ça. Mais ça, le gouvernement n'en parle pas. La partie qui lui appartient d'être autocritique par rapport à cet aspect-là dans le point de presse, j'ai pas entendu ça. Par contre, il va dire, bon, c'est la faute de la population, il y a un relâchement aussi dans les mesures, il dit, bon, les gens, ils portent moins bien le masque comme il faut, ils se lavent moins les mains, ils font moins attention, donc c'est de la faute de la population. Mais c'est comme toujours à sens unique. Tu sais, le gouvernement va critiquer la population, mais il faut qu'il regarde aussi sa part de responsabilité là-dedans. Et c'est sûr que si j'aurais été au point de presse et que j'aurais été journaliste et que j'aurais pu poser des questions au panel du gouvernement avec François Legault puis Dr Aracia Arruda, j'aurais posé la question: est-ce que le manque de personnel, de préposés aux bénéficiaires, est réglé? Est-ce que aussi le fait, est-ce qu'il y a encore présentement des préposés aux bénéficiaires qui vont se déplacer d'une résidence de personnes âgées à l'autre? Parce que là, si un préposé aux bénéficiaires fait 2 jours à une place, il fait une autre journée à un autre endroit, puis un autre 2 jours à une autre place, puis la personne est contaminée, puis elle ne le sait pas, elle risque de propager le virus puis contaminer plein de personnes. Est-ce que le problème de manque de personnel est réglé? Est-ce que les gens qui se déplacent d'un endroit à l'autre, c'est réglé? Est-ce que y a des gens qui se déplacent d'une zone infectée, ce qu'on va appeler une zone rouge, une zone qui est chaude, ou ce que des gens qui ont le coronavirus, à une zone qui ne l'est pas, puis la personne va se déplacer d'une zone à l'autre avec des patients pendant le même quart de travail? Est-ce que ça se fait présentement ou dans la même semaine? Parce que ça peut augmenter le risque de contamination entre des gens qui l'ont et qui ne l'ont pas. Est-ce que ces problèmes-là sont réglés? Puis s'ils ne le sont pas, qu'est-ce que vous faites présentement, concrètement, pour le régler? Donc, c'est les questions que je leur poserai. Parce que moi, je me pose la question sincèrement à savoir, est-ce que le gouvernement intervient au bon niveau? De dire on va faire un couvre-feu, moi j'ai l'impression par rapport au fait que présentement les restaurants sont fermés, les cinémas sont fermés, les gens n'ont même pas le droit de se voir en groupe. À quel point ça va faire une différence pour diminuer le nombre de cas puis régler la crise du coronavirus? Je suis très sceptique par rapport à ça. Par contre, moi j'ai l'impression que le gouvernement a plus intérêt à intervenir au niveau du réseau de la santé, puis les personnes vulnérables. On sait que essentiellement les gens qui décèdent, c'est du 80 ans et plus, en lien avec le coronavirus. C'est à ce niveau-là qu'il doit y avoir, à mon avis, plus des changements. Tu sais, moi je me pose la question, à quel point c'est pertinent de demander, par exemple, à quelqu'un, tu sortiras pas plus tard que 20 heures le soir, parce qu'à partir de 20 heures, à ce moment-là, de 20 heures à 5 heures le matin, le virus est plus virulent, il est plus contagieux, mais pas avant 20 heures. Donc, je caricature par rapport à l'heure, mais regardez, je vais parler de ce que je connais, ma situation. Si moi, par exemple, en début de soirée, je vais prendre une marche à l'extérieur, puis il est rendu 8h15, puis là, je me retourne chez moi, peut-être je vais prendre une marche jusqu'à 8h20 ou 8h30, 20h15 ou 20h30, à quel point, si je marche tout seul, puis j'écoute, des fois j'écoute des enregistrements de Bernard de Montréal, ou j'écoute de la musique, ou j'écoute des fois le philosophe jovialiste André Moreau, qui fait des bons enregistrements aussi, à mon goût, à quel point que si je me déplace dehors tout seul, je vois pas personne, je participerai à la propagation du coronavirus. Je le comprends pas, ce bout-là. Fait que là, moi, je trouve que cette mesure-là, c'est un abus d'autorité. Si on n'est pas capable de me justifier ça en s'appuyant sur la santé publique, ou de la science, à ce moment-là, pour moi, c'est arbitraire. Puis pour moi, de mettre ça en place, cette mesure-là, c'est un abus d'autorité par rapport à ma personne. Puis je suis pas d'accord avec ça au niveau éthique. Puis je tenais à le mentionner, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais cet enregistrement-là aujourd'hui.
Et c'est sûr que, dans le fond, par rapport à ça, ce que je vois comme scénario présentement, ça me plaît pas. Je vais être très transparent, très honnête avec vous, puis j'espère sincèrement me tromper, OK? J'espère me tromper, mais ce que je vois, c'est qu'il y a une escalade dans les mesures qui sont imposées aux citoyens, puis on se dirige tout droit vers, au fil de cette escalade-là de mesures, ultimement, la vaccination obligatoire, puis aussi la détention COVID. Là, les gens vont dire « Ah, tu vas loin, t'exagères. » Ben oui, mais il y a plusieurs mois, on aurait parlé « Ah, il va y avoir le port du masque obligatoire. » Ben non, ça se peut pas. Ensuite, il va y avoir le traçage numérique. Le gouvernement va encourager les gens à faire ça, puis il va y avoir une application, puis le gouvernement va cautionner ça. Il y a des gens qui vont dire « Ben non, la délation, le gouvernement va encourager les gens à se dénoncer les uns et les autres, puis dénoncer le voisin s'il y a plusieurs personnes chez lui. » Les gens vont dire « Ben non, ça se peut pas. » Mais là, on va voir qu'est-ce qui se peut, qu'est-ce qui se peut pas. Avec la vaccination obligatoire, c'est sûr que dans le passé, par rapport à la grippe saisonnière, on n'a jamais vu ça au Québec. Donc, est-ce qu'il va y avoir une vaccination obligatoire? Moi, j'ai l'impression qu'on se dirige vers ça. J'espère me tromper. J'ai écouté, dans le fond, il y a quelques heures, le Colin Show. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner. Là, si vous allez sur YouTube, ça s'appelle le Colin Show. Je le trouve très intéressant. Colin, il fait en Colin, il fait des très bons vidéos pour parler de la crise. Et il a fait une capsule vidéo suite au point de presse du 6 janvier 2021. Et lui, la façon qu'il voit ça, c'est que le couvre-feu, le confinement là, qui est prolongé jusqu'au 8 février 2021, encore un mois, toutes ces mesures-là qui sont mises en place vont empêcher à ce que les commerçants vendent des biens qui sont jugés comme n'étant pas essentiels, comme les produits de beauté, par exemple, dans une pharmacie. Toutes ces mesures-là sont mises en place par le gouvernement. Et puis, ce qui va probablement arriver, c'est l'hypothèse qu'il fait, c'est que ces mesures-là, avec le couvre-feu, tout ça, ça ne fonctionnera pas pour diminuer le nombre de cas. Et c'est sûr que par rapport au nombre de cas, il faut regarder par rapport à la fiabilité du test PCR qui est utilisé pour les dépister. C'est sûr que le test peut faire des faux positifs. Donc, c'est sûr que s'il y a encore plein de cas, probablement ce qui va arriver, c'est que le gouvernement va faire un point de presse à la population en disant « Écoutez, on a tout essayé les différents moyens, on a fait le couvre-feu, le traçage numérique, le port du masque obligatoire, ensuite un autre confinement. On a fait plusieurs confinements, mais malheureusement, il n'y a rien qui fonctionne. Par conséquent, c'est plate, là. On n'aura pas le choix. Puis c'est pas de gaieté de cœur, là. J'imagine François Legault qui va nous dire ça de même pour essayer de nous amadouer en disant, écoutez, on a tout fait notre possible de notre côté, mais on n'aura d'autre choix que de mettre en place la vaccination obligatoire. On voulait pas en venir là. On n'a jamais fermé la porte, mais compte tenu du fait que le nombre de cas diminue pas, j'ai l'impression qu'ils vont nous donner un discours comme ça dans les prochaines semaines. Mais le fait qu'ils mettent en place plusieurs mesures, c'est pour favoriser l'acceptabilité sociale de la population qui, autrement, n'accepterait jamais une vaccination obligatoire. Donc, c'est de préparer le terrain pour aller plus loin dans l'escalade des mesures sanitaires. Et c'est sûr que le fait que la population souffre des mesures sanitaires, il y a des gens qui, à la base, ils n'étaient pas nécessairement pour ça, le vaccin, mais si là, on leur dit, écoutez, vous n'êtes pas tannés d'être confinés de chaque mois, vous n'êtes pas tannés de ne pas pouvoir aller au cinéma, aller voir un match de hockey, ça va prendre, ou de pas travailler, c'est encore pire, hein? Quelqu'un qui, à cause de la crise, son service est jugé comme étant pas essentiel, peut pas travailler, c'est sûr que c'est beaucoup de souffrance. Donc c'est sûr qu'à force que les gens souffrent, puis on leur dit que la solution pour mettre fin aux souffrances, ça va être la vaccination obligatoire ou peut-être d'autres mesures aussi, je ne sais pas. Les gens peuvent en venir à accepter des choses qui, autrement, n'accepteraient pas. Et là, on va voir si on va se rendre à ce point-là. Moi, personnellement, je souhaite que non. Mais il y a des choses qui se placent présentement que j'aime pas. Je voulais attirer votre attention.
sur le fait que de plus en plus, malheureusement, l'État québécois, puis aussi au niveau fédéral, là, avec le gouvernement du Canada, les mesures sont de plus en plus importantes. Et ce qui me plaît pas, c'est que, et ça vient pas d'un site conspirationniste en passant, là, c'est sur le site de Santé Canada que je vais aborder, là. Vous allez avoir d'ailleurs le lien en bas de l'enregistrement à présent. Parce que moi-même, là, lorsque Colin a fait une vidéo là-dessus, là, moi, je ne le croyais pas. J'ai dit, je vais vérifier les sources. Donc, c'est le site de canada.ca. C'est vraiment un document officiel du gouvernement fédéral. Donc, sur son site web, il est dit ceci en lien avec les voyageurs. Parce que là, on voit que les mesures en lien avec les gens qui voyagent à l'extérieur du Canada augmentent. Donc, au départ, on disait, bon, ben les gens, il faut qu'ils se mettent en isolement là, pendant 14 jours. Ensuite, s'ils le font pas, ben là, ils s'exposent à la possibilité de payer une amende de 750 000 $ ou faire 6 mois de prison. Ils sont pris à ne pas respecter la quarantaine de 4 jours. Par la suite, en date du 7 janvier, ben, on dit aux gens, ben, si vous revenez de voyage, vous êtes obligés au préalable de faire un test PCR, donc un test pour vérifier là, si vous êtes atteint du coronavirus, puis il faut que le test soit négatif, donc une contrainte de plus. Mais là, ça va encore plus loin. Ce qui est marqué sur le site du gouvernement fédéral, moi-même, quand Colin l'a présenté, je ne le croyais pas. Je suis tempérament sceptique, j'ai été vérifié dessus, puis vous allez avoir le lien en bas, puis croyez-moi pas, vérifiez par vous-même si c'est inscrit ceci. Tous les voyageurs verront leur plan de quarantaine examiné par un fonctionnaire du gouvernement et s'il ne convient pas, on leur demandera de se mettre en quarantaine dans une installation de quarantaine fédérale. Donc, les gens qui sont de retour parlent, dans le fond, au douanier. Il évalue si le plan de quarantaine est pertinent ou non. Puis si le douanier il dit « Regarde, juge que ton plan de quarantaine, ça ne tient pas la route », il va le forcer à aller dans une installation de quarantaine fédérale. Ben c'est quoi ça? Ça devient un camp de détention où on va détenir, la personne va être là un peu comme un prisonnier pendant 2 semaines. Donc, si je comprends bien la nature du texte, c'est vers ça qu'on se dirige. Donc, l'automne passé, pendant l'année 2020, bon, il y avait du monde sur Internet qui avait fait circuler, là, entre autres, un document qui disait que le gouvernement fédéral créait mettant en place des camps de détention, j'allais dire de concentration, mais des camps de détention de gens atteints du COVID. Et il y avait des lanceurs d'alerte là, qui faisaient allusion à cette possibilité-là. Et puis moi, bon, là, je regardais ça, puis je dis, voyons donc, c'est trop extrémiste, un pays aussi démocratique que bon, là, je suis un peu sarcastique, mais un pays comme le Canada, on n'a jamais vu ça, des camps de détention pour des gens qui reviennent de voyage, etc. Mais malheureusement, et on est rendu à ce point-là. C'est sûr que par contre, des fois, le gouvernement fait des mesures qui annoncent très fortes, mais je veux dire, comme par exemple, à l'heure actuelle, je connais pas une personne concrètement, ou j'ai pas eu de cas dans les médias que la personne est obligée, parce qu'elle n'a pas respecté la quarantaine, de payer 750 000 $. Peut-être que les médias de masse ne veulent pas en parler, mais moi, je serais curieux de voir s'il y a des cas concrets. Puis là, ça serait de voir s'il y a des cas concrets de gens qui vont se ramasser dans des camps de détention fédéraux pour les forcer à suivre la quarantaine en lien avec le coronavirus. Mais là, c'est parce que de créer des camps et de détenir des gens contre leur volonté, parce qu'on pense qu'ils sont atteints du coronavirus ou qu'ils peuvent l'avoir, ça commence à être fort. Puis là, après ça, ça ouvre la possibilité d'utiliser ça pour la population en général. Donc, si quelqu'un va faire le test PCR, puis on a un doute si la personne dans la population en général va respecter la quarantaine, rester chez elle, ben peut-être qu'à ce moment-là, la personne qui fait passer le test pourrait demander une détention préventive parce qu'elle évalue que la personne est peut-être inapte à se gérer, si la personne a des problèmes de santé mentale ou autre, donc qu'à ce moment-là, nécessite d'être en supervision dans une installation. Mais là, honnêtement, j'espère pas en venir là, mais je ne ferme pas la porte sur rien parce qu'il y a tellement de choses qui bougent rapidement depuis les derniers mois que toutes sortes de choses peuvent se passer. Donc, c'était ça que je voulais aborder, entre autres, aujourd'hui.
Et c'est sûr que je voulais mentionner aussi, c'est que, dans le fond, le changement de société en lien avec les mesures, on est en train de le voir présentement, là. Tu sais, c'est assez particulier. Et puis ça a de l'impact sur notre quotidien. Je vous donne un exemple concret. Durant le temps des fêtes, ma compagne, eh bien, sa fermeture éclair de ses bottes ne fonctionnait plus, alors qu'on était dans une période où ce que les biens qui sont jugés n'étant pas essentiels ne peuvent pas être vendus. Ça a été problématique comme situation. Donc, si sa botte est brisée, puis l'hiver, il fait froid au Québec, pour les gens qui vivent ici, là, quand il fait des moins 30, c'est pas évident. Tant qu'à moi, là, des bottes, ça devrait être jugé comme étant un produit essentiel. Bon, ben, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les cordonniers qui font la réparation des bottes, eux autres sont fermés. Et par la suite, elle a contacté là, chez Walmart, qui est un gros magasin qui vend des bottes, différents produits, puis ils ont dit, écoutez, madame, on n'a pas le droit de vous vendre des bottes parce que c'est jugé comme étant un bien n'étant pas essentiel. Fait que là, c'est problématique comme situation, puis ça nous pose à la question de l'arbitraire qui est utilisé pour déterminer c'est quoi qui est essentiel ou non. Parce que pendant ce temps-là, dans les commerces, les gens peuvent acheter des bonbons. Là, il y avait une photo qui circulait sur Facebook. Il y avait un commerce où les gens pouvaient acheter des bonbons, mais ils ne pouvaient pas acheter de mitaines. Alors que, à mon avis, il fait tellement froid en hiver que ce soit des mitaines, des bottes, des gants, ça doit être jugé comme essentiel, des vêtements aussi, pour se protéger du froid. Donc, il y a un manque de discernement qui est fait lorsqu'on laisse à bonne volonté des commerçants de déterminer l'arbitraire de ce qui est quoi qui est essentiel ou pas. C'est comme pour la peinture. Ça, j'ai trouvé drôle quand je l'ai entendu à la radio. Il y a un animateur radio qui disait « Si la personne peinture avec du blanc, c'est un service essentiel. Par contre, si moindrement elle met une goutte pour qu'il y ait de la couleur, ah ben là, c'est pas essentiel qu'il y ait, admettons, mettre une goutte de bleu dans la peinture ou une goutte d'orange pour que les murs soient orange ou que les murs soient bleus. Non, ça, c'est pas essentiel, mais les murs peuvent être blancs. » Fait que là, c'est où qu'on met la démarcation? C'est un petit peu absurde. On est dans des catégories intellectuelles et ce qui m'achale là-dedans, c'est que ça ne s'appuie pas sur de la science. C'est comme le port du masque obligatoire. Présentement, à ma connaissance, j'ai pas eu d'informations, d'études qui montrent que de donner une population à porter le masque comme ça, dans un contexte autre que de faire une chirurgie cardiaque, un contexte autre que médical, là, que ça, c'est utilisé depuis plusieurs années, que ça a un impact pour réduire la propagation de virus. Donc, moi, je me pose vraiment des sérieuses questions sur la science qui est évoquée par le gouvernement pour justifier ces décisions, quand il y en a. Des fois, il est transparent, comme Arruda, il disait le couvre-feu, il n'y a pas de science derrière ça, en lien avec des études scientifiques, etc. Au moins, il y a cette transparence-là par rapport à ça. Sinon, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, par rapport à la délation qu'on encourage depuis plusieurs semaines, entre autres dans le temps des fêtes, j'embarque pas là-dedans. J'ai pas envie d'être complice du système. Que les gens fassent ce qu'ils ont à faire. C'est la façon que je vois ça. Puis, pour ce qui est de la vaccination, d'ailleurs, il y a une personne qui m'a écrit en particulier en disant, toi, là, avec ce qu'on appelle le vaccin, entre guillemets, hein, que ce soit Moderna ou Pfizer, mais en réalité, c'est une thérapie génique parce que, dans le fond, ça modifie l'ARN du génome des cellules. On envoie une information particulière. Donc, toi, là, parce que ça a été fait quand même assez rapidement. Hein? On parle d'à peu près 9 mois pour développer, entre guillemets, un vaccin, alors que par rapport, là, on parle du SRAS-2 COVID-19, mais le SRAS-1, la grippe AH1N1, ça fait 11 ans, puis c'est drôle, ils n'ont jamais développé de vaccin. Mais là, les gens vont dire la crise est tellement forte qu'il y a un effort international, tous les scientifiques se sont mis ensemble pour accélérer les procédures, investir massivement de l'argent, puis ça se développe rapidement. Oui, mais je veux dire, le vaccin a été développé en 9 mois, puis ils l'ont peut-être testé avec des gens pendant peut-être, je ne sais pas moi, 6 mois ou 3 mois, pour s'assurer que la personne est immunisée quand même une certaine période de temps. La personne qui va se faire vacciner avec ça, qu'est-ce qui garantit que ça va durer plus que 6 mois? Qu'est-ce qui nous garantit que depuis le temps que le vaccin a été conçu avec la souche du printemps du coronavirus,
n'est plus valide, étant donné qu'on parle d'ailleurs depuis un certain nombre de temps de mutation du coronavirus qui vient, entre autres, de l'Angleterre, de l'Europe, là, au Canada, de cette modification-là. On en a ici. Qu'est-ce qui nous dit que ça va être encore valide? Qu'est-ce qui nous dit aussi qu'il n'y aura pas des effets au niveau du génome humain, on ne s'attend pas à ça, là, mais des effets à long terme, on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires par rapport à ça. Donc, fait que moi, si on me pose la question, toi, est-ce que tu fais confiance au vaccin? La réponse, c'est non. Est-ce que tu vas te faire vacciner? Si demain matin, on me demande de me faire vacciner, la réponse, c'est non. Par contre, si on me dit que si je me fais pas vacciner, progressivement, on va m'enlever des droits que je pourrais pas retrouver, ben là, c'est là tranquillement que... Ben, c'est sûr que si on m'enlève le droit d'aller voir, de me rassembler, d'aller dans un lieu public intérieur où ce que plusieurs personnes, comme un aréna, voir un spectacle de hockey ou aller voir un spectacle de musique rock, qu'on m'enlève ce droit-là, ça me dérange pas. Ensuite, qu'on m'enlève différents droits, c'est sûr que le cumul de tout ça, si on me dit que tu n'as plus le droit d'aller t'entraîner au gym, tu n'as plus le droit, d'aller à l'église, j'y allais pas. Ça ne change pas grand-chose. Il y a différents droits, mais le cumul de tout ça, ça devient de plus en plus lourd à porter. Je verrai dans le temps. C'est sûr que dans un monde idéal, la façon que je vois ça, c'est que probablement qu'il va y avoir... parce que présentement, il y a une résistance d'une partie de la population à se faire vacciner, même des gens dans le domaine de la santé. Mais là, quand je regarde les bulletins de nouvelles, la façon que c'est fait, il y a tellement une augmentation de cas, c'est tellement grave que ça prend du vaccin. Puis on nous présente tout le temps ça comme solution. Il faut vacciner plus, de plus en plus vite, une plus grande quantité de gens. Ça presse. C'est comme si on veut faire une vente à pression. Moi, ça me fait penser un petit peu à un vendeur automobile qui va te dire, ben écoute, je t'offre tel modèle de voiture, mais c'est une offre pour un temps limité. Tu as une semaine. La promotion, elle s'échelonne après la semaine. Tu lui poses la question après ça, est-ce qu'il va en avoir une autre? Il va te dire, ben je sais pas. Il est pas malhonnête parce qu'il va sans doute avoir d'autres promotions. Mais est-ce qu'il va avoir une promotion pareille aussi avantageuse? On ne sait pas. Fait que là, il peut jouer sur l'incertitude pour essayer de nous amener, nous pousser à acheter le modèle automobile, puis c'est un petit peu la même situation. Présentement, on nous dit que notre vie est en danger à cause du coronavirus, sa transmission, donc vous devez vous faire vacciner, puis il y a comme plus d'espace pour prendre le temps individuellement d'évaluer les choses, de se déposer. Je vois des journalistes qui sont stressés, là, j'écoute les médias de masse ces temps-ci, c'est très spectaculaire, là, les émissions qu'ils font, là, avec le point de presse, puis l'image avec l'arrière-plan rouge, puis les codes sonores, les stimulés, tout est mis en place pour nous amener à adhérer à l'idée du vaccin. Puis c'est tout le temps ça qui mettent l'emphase. On me dit pas, augmente, par exemple, ta consommation de vitamine C, vitamine D, combinée avec du zinc. Non, c'est vaccin. Vaccin, puis vaccin. Fait que là, quand je regarde ça, je me pose la question, on veut vraiment nous amener vers la vaccination. Moi, c'est sûr, je vais regarder les choses dans le temps, puis dans quel contexte. Là, présentement, je dis non. Par contre, si on me coupe de plus en plus mes libertés individuelles, ou on me dit, ben, tu ne retrouveras jamais tes libertés individuelles sauf si tu te fais vacciner, ben là, ça va être autre chose. Avec combien de temps je vais être capable d'endurer les restrictions? C'est sûr que dans un scénario où, par exemple, il y a des gens qui contestent les mesures, etc., peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir une pression sur le gouvernement, puis le gouvernement va être obligé de revenir en arrière par rapport aux mesures sanitaires, parce qu'il y a des gens qui font des démarches juridiques. On verra bien. Donc, en fait, par rapport à tout ça, les prédictions que je fais à présent, parce que j'avais évoqué la possibilité qu'il y ait un confinement, c'est que j'ai l'impression qu'on va faire facilement un an de dictature sanitaire. Donc, le Québec sur pause a commencé le 13 mars et j'ai l'impression que pour le 13 mars 2021, la crise ne sera pas encore réglée. Il y aura encore les mesures sanitaires. De toute façon, là, même si les gens se font vacciner avec le vaccin de Pfizer ou Moderna qui est mis de l'avant présentement,
c'est que ça n'empêche pas la transmission du coronavirus. Ce que ça fait, c'est que si la personne l'attrape, ça diminue les symptômes. C'est sûr que ça peut faire une différence. Si c'est une personne âgée, une personne qui a 80 ans et plus, ben peut-être que ça peut faire la différence entre quelqu'un qui meurt ou qui meurt pas. J'en conviens. Par contre, ça n'empêcherait pas que les règles sanitaires tombent. Donc, il y a un retour à la normale. Donc, moi, j'ai l'impression que... Comment dire, c'est pas, s'il y a une diminution des mesures, ça ira pas avant le mois de mai. Puis, j'ai l'impression que l'histoire du couvre-feu, ça sera pas vraiment efficace. On verra. J'espère me tromper, sincèrement. J'espère que la crise va se résorber dans les prochains jours parce que je suis tanné en tant qu'individu de vivre ça. Donc, sinon, au niveau collectif, ce que j'observe, c'est qu'on est dans une mutation de société depuis le début de la crise. Donc, ça crée une coupure. C'est comme un événement choc, là. Dans ma vie, il y a eu plusieurs événements qui m'ont créé des chocs. Il y a eu le décès de mon père là, lorsque j'avais 17 ans en 1998. Puis il y avait le temps que j'ai connu qui était vivant. Puis par la suite, ça a été un événement dans ma vie qui est choc, là. Donc, des fois, le décès d'un être proche. Mais moi, le coronavirus, c'est que j'ai l'impression que l'année 1 avant coronavirus, puis l'année 1 après ou les mois d'après, là, il y a une démarcation. Et c'est sûr que l'histoire du confinement, puis d'être en quarantaine, puis surtout qu'on est en quarantaine planétaire, ça alourdit déjà notre situation planétaire. Et c'est sûr qu'on peut regarder les choses en faisant des belles métaphores, comme la métaphore de la chenille qui va se retrouver seule en quarantaine, en contact avec elle-même, pour connaître une mutation, un changement interne, tisser son cocon, pour par la suite devenir papillon lorsque le temps sera venu de sortir du cocon et prendre son envol, accéder à des capacités qu'elle n'avait pas auparavant, donc celle de voler en tant que papillon, suite à une mutation qui a eu cours, une mutation intérieure. Donc, c'est sûr que j'espère que la période de confinement qu'on vit tous sur le plan collectif, ou ce qu'on vit dans le cocon de notre demeure, on fait du cocooning, soit l'occasion d'une mutation intérieure où les gens vont se conscientiser, vont entrer en contact avec l'esprit, puis ils vont sortir grandis de l'adversité, de la situation de crise de coronavirus, avec plus de maturité, plus d'intelligence, plus d'amour pour les autres et de volonté. Et prendre leur envol dans la vie en étant plus conscient. Mais on verra bien qu'est-ce que ça va donner. On verra bien. Donc, c'est sûr, c'est un événement à caractère initiatique par rapport au collectif. On verra comment que les gens vont en sortir de la crise. Et dossier à suivre, donc c'est ce qui va compléter l'enregistrement d'aujourd'hui. Je vais vous mettre naturellement le lien en bas de l'enregistrement là, par rapport au camp de détention là, auquel on fait allusion là, par rapport au gouvernement canadien qui pourrait être utilisé pour détenir des gens suite au retour de voyage pour qu'ils fassent la période de quarantaine. Donc, merci de votre écoute et à bientôt.